Mes chers collègues, mesdames, messieurs, chers amis, c'est toujours rassurant de se trouver dans la salle Liard, parce qu'au fond, elle ne change pas. Elle est restée la même depuis le moment où Robert Badinter faisait les études qu'on a en partie évoquées tout à l'heure. Je suis l'exacte contemporaine de Robert Badinter. J'ai fait mes études, moi aussi, à la Sorbonne, dans les années 50. Bon, je ne l'ai évidemment pas rencontré. Je ne le connaissais pas, bien sûr, et les disciplines étaient très séparées. Hein. Peut-être, je ne sais pas, peut-être plus encore que maintenant. Et par exemple, d'autre part, il y avait pas, le cursus n'était pas comme aujourd'hui. Par exemple, il n'y avait pas de sociologie, ça n'existait pas. Hein. Badinter lui-même a suivi les cours de Gurvitch, il en parle beaucoup, mais c'était plutôt en philo. Voilà. Donc, c'était un monde différent. Ce monde, je ne l'ai pas beaucoup quitté, enfin si, bien sûr, mais j'ai été assistante, maître assistante ici avec des grands profs, Labrousse, qui avait introduit ici et dans l'université l'histoire économique et sociale, qui n'existait pas, qui a commencé vraiment à ce moment-là. Bon, passons. Mais nous sommes ici pour parler de Robert Badinter. Et je vous remercie de m'accueillir, moi historienne, hein, au milieu de juristes. Mais Robert Badinter, il était juriste, mais il était aussi historien. Hein. Il aimait beaucoup l'histoire. Deux mots sur la manière dont je l'ai rencontré. C'était en 86. Il était président du Conseil constitutionnel. Je reçois un coup de fil de son cabinet et de lui, me demandant de me rencontrer parce que, me dit-il, je voudrais poursuivre la réflexion de Michel Foucault. Michel Foucault avait publié en 1975 un grand livre, Surveiller et punir, naissance de la prison, et il était mort en 84. Les deux hommes se connaissaient, s'estimaient, tout en n'ayant pas les mêmes positions. Comme chacun sait, Foucault, c'était la critique radicale, la prison comme gestion des illégalismes, comme il disait. Robert Badinter, ministre de la Justice, s'était beaucoup occupé des prisons. Et républicain, il était très critique sur les prisons. De ce point de vue, il partageait le point de vue de Michel Foucault, mais homme d'action, il cherchait à les changer. Et ministre de la Justice, il a fait beaucoup de choses à cet égard. Par exemple, la correspondance devenant libre, hein, suppression des hygiaphones pour que les détenus et l'extérieur puissent mieux se rencontrer, suppression des quartiers de haute sécurité, expérimentation à Mozac d'une prison ouverte, ce qui est évidemment paradoxal, les gens travaillant et revenant le soir en prison. Bref, les prisons ont été une grande préoccupation de Robert Badinter. Alors, c'est ainsi donc que je l'ai rencontré et il m'avait demandé d'organiser quelque chose, un séminaire. Il n'avait plus d'étudiants à ce moment-là. Et c'est ainsi qu'à l'école des hautes études, on a organisé ce qu'on a appelé par la suite le séminaire Badinter, qui a duré 5 ans, qui a été bimensuel pendant 2 ans, puis mensuel ensuite, et qui était axé surtout sur la prison républicaine. Qu'est-ce que la République, Troisième République notamment, a fait pour les prisons? Et comme chacun sait, ça aboutit au livre de Robert Badinter, La prison républicaine, qui a été publié chez Fayard dans les années 92, quelque chose comme ça. Voilà, alors c'est ce qui explique peut-être que je sois au milieu de vous pour parler de tout ce dont nous allons parler ce matin. Robert Badinter, ai-je besoin de le dire, était un immense lecteur et sa bibliothèque était tout à fait considérable et
il cherchait des inspirations, hein, et ce sont de ces inspirateurs que nous allons parler, Condorcet, Beccaria, Victor Hugo. Ce sont trois hommes qu'il citait beaucoup. Condorcet, chacun sait qu'il a fait un livre avec Elisabeth Badinter sur Condorcet. Beccaria, évidemment, c'est le maître suprême, moins punir pour mieux punir, les traités des délits et des peines, et Victor Hugo est évidemment un maître incontournable qu'il citait beaucoup. Voilà ce dont nous allons parler, dans l'ordre qui est prévu, avec chacun d'entre vous pas plus de 20 minutes, afin que nous respections un horaire qui jusqu'à maintenant a été fort bien suivi. Je vous donne donc la parole, professeur Dominique Rousseau. Vous êtes professeur de droit constitutionnel dans cette université et je suis très frappé dans votre réflexion de votre souci de rendre la démocratie vraiment opérante. Vous avez un regard critique sur nos mœurs démocratiques, en quelque sorte, et vous nous faites souvent bénéficier à la radio ou à la télévision de votre savoir. C'est donc dire que c'est avec un grand plaisir que, sur vous et Condorcet, nous vous écoutons. Bon. On va pas commencer comme ça. On ne peut pas applaudir tout le temps. Hein. Merci Madame la Présidente. Lorsque mes collègues, et en particulier mon ami Pascal Beauvais, m'a demandé de préparer une conférence sur Condorcet, je l'ai évidemment fait avec beaucoup de plaisir, et je me suis replongé dans la lecture de la biographie que Elisabeth et Robert Badinter ont écrite sur Badinter. Et au fur et à mesure que je lisais cette biographie, je me disais, mais j'ai lu une biographie de Condorcet ou de Badinter. Il y a un effet miroir qui m'a très surpris à la relecture de cette biographie, que j'avais lue évidemment lorsqu'elle est sortie. Et j'ai regardé le sous-titre, et le sous-titre, c'est « Un intellectuel en politique ». Un intellectuel en politique. Or, effet miroir, Condorcet était un ami des philosophes, mais vous venez de le rappeler à l'instant, avec Michel Foucault, Robert Badinter aussi. Condorcet était un défenseur des droits de l'homme, il luttait contre tous les fanatismes, mais Badinter aussi. Condorcet a été un des premiers à défendre l'idéal républicain, mais Robert Badinter aussi. Donc, de qui vais-je parler aujourd'hui? De Condorcet ou de Badinter? Évidemment de Condorcet. Évidemment de Condorcet, inspirant Badinter, parce que je crois que il apparaît à la lecture de cette biographie, aux écrits de Badinter, qu'il y a entre les deux hommes un patrimoine commun de valeurs que je résumerai, alors je ne vais pas être un juriste, hein, je ne vais pas faire deux parties, mais que je résumerai en 3 points. Ces valeurs communes entre Condorcet et Badinter sont, je crois, la raison, les droits de l'homme et la République. La raison d'abord, Elisabeth et Robert Badinter écrivent dans leur livre que Condorcet est le dernier des encyclopédistes et peut-être, disent-ils, celui qui a porté le plus loin la réflexion des encyclopédistes en faisant de la raison le critère des règles qui doivent ordonner ou régler la vie des citoyens. Et ce qui est intéressant, c'est que dans leurs livres, dans leur biographie,
Elisabeth et Robert Badinter, excusez-moi, je les mets ensemble, Elisabeth et Robert Badinter, mettent en avant cette phrase de Condorcet: « La seule obligation sociale, écrit Condorcet, est d'obéir à la raison collective du plus grand nombre. » Et, insiste Condorcet, « je dis à sa raison et non à sa volonté. » Autrement dit, pour Condorcet, la loi n'est pas l'expression de la volonté générale, elle est l'expression de la raison générale. Et je crois ne pas trop prendre de risques en soutenant que Robert Badinter inscrivait sa pensée, on parle d'inspiration, inscrivait sa pensée dans cette conception condorcienne ou condorcétienne, je ne sais pas comment il faut dire, de la raison, qui fait de la raison le fondement de la légitimité des règles communes. Et il s'est très bien reconnu, Robert Badinter, lorsqu'il est devenu donc président du Conseil constitutionnel, vous l'avez rappelé, en mars 1986, il s'est très bien reconnu dans cette petite obiter dictum que le doyen Vedel avait introduit dans la décision d'août 1985, obiter dictum qui énonçait que la loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Une sorte de réécriture de l'article 16 de notre déclaration. La loi n'est pas l'expression de la volonté générale, elle n'est l'expression de la volonté générale que dans le respect de la Constitution. Et cet obiter dictum, je crois, signifie que pour Condorcet comme pour Robert Badinter, la volonté générale n'est pas une affaire de nombre, n'est pas une affaire de suffrage, c'est une affaire de la raison. Et que la Constitution est l'expression de la raison, et dès lors, décider qu'une loi votée n'exprime la volonté générale que dans le respect de la Constitution, c'est faire de la raison le fondement qui permet, le critère qui permet d'attribuer la qualité de loi au texte voté par l'Assemblée. La Constitution, c'est la raison, pour Condorcet comme pour Badinter. Et en droit, depuis Maurice Horiou notamment, on distingue la constitution politique de la constitution sociale. La constitution politique, c'est l'organisation du pouvoir, et la constitution sociale, c'est les grands principes autour desquels une société s'accorde pour vivre. Je crois que Robert Badinter avait plutôt cette conception-là de la Constitution. Pour lui, la Constitution, c'était l'expression des principes autour duquel une société décide de vivre ensemble. Et il le dit dans cette biographie, Condorcet était un peu... Condorcet avait des hésitations à l'égard de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs. Ce qui intéressait Condorcet et Badinter, c'est plutôt la limitation des pouvoirs, c'est-à-dire cette idée que les citoyens devaient avoir un moyen, un instrument, un outil pour contrôler les décisions prises par les élus. Et moi, il y a un très beau texte, un très bel écrit de Robert Badinter que je donne tous les ans à mes étudiants, qui est l'article qu'il a fait dans Le Monde, je crois que c'est en novembre 1993, sur pouvoir et contre-pouvoir, suite à la polémique qui a suivi la décision du Conseil constitutionnel de 1993 sur la question du droit d'asile. Ah, je n'irai pas jusqu'à dire que pour Badinter, l'Assemblée nationale, c'était l'expression des émotions et le Conseil constitutionnel, l'expression de la raison. Je n'irai pas jusque-là, mais je crois qu'il avait cette idée profondément ancrée qui venait de Condorcet que la loi se construit, disons, de manière prudente, intégrant le long terme, intégrant la temporalité pour atténuer les effets d'initiatives législatives pouvant venir de l'émotion. Et que ce qui importait à Badinter, c'était que le respect des droits de l'homme soit la clé, en quelque sorte, de la fabrication de la loi. La raison, donc, mais aussi les droits de l'homme. Lorsque Condorcet
alors je ne sais plus si je parle de Condorcet ou de Badinter, mais lorsque Condorcet présente son avant-projet de constitution, voilà ce que Condorcet déclare lorsqu'il présente son projet à la Convention. Il dit mon projet est d'assurer aux citoyens la jouissance la plus entière de leurs droits et en particulier de l'égalité, qui est la seule base qui soit conforme à la nature, à la raison et à la justice, et la seule qui peut conserver la liberté des citoyens et la dignité de l'espèce humaine. Voilà ce que dit Condorcet lorsqu'il présente son projet en 93. On lit en écho le propos de Robert Badinter lorsqu'il prend la présidence du Conseil constitutionnel et qu'il s'adresse à ses collègues. Et voilà ce que dit Badinter, lorsqu'il présente à ses collègues son objectif de présidence. Et mon objectif, dit-il, est d'assurer le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui sont les piliers sur lesquels repose notre démocratie. Effet miroir. On retrouve du Condorcet dans cette phrase dans ce discours de Badinter le 4 mars 1986. Et les deux principes qui sont mis en avant par Condorcet, c'est-à-dire l'égalité et la dignité, vont inspirer Robert Badinter dans sa présidence du Conseil constitutionnel. Alors, vous savez, j'ai écrit un petit ouvrage sur les 9 ans de Badinter au Conseil constitutionnel, ce qui m'a permis de le rencontrer, évidemment, à plusieurs reprises pour discuter de cette présidence. Et quand on regarde donc de 86 à 94, quelles sont les décisions du Conseil qui ont marqué, selon Badinter lui-même, et qui s'inspirent de Condorcet? L'égalité. C'est sous la présidence de Badinter que, en 90, en 93, le Conseil constitutionnel pose le principe de l'égalité des droits entre les Français et les étrangers. En 90, c'est-à-dire dans un moment où déjà le Front National, l'extrême droite, monte. Le Conseil pose le principe de l'égalité entre les Français et les étrangers. La dignité de la personne humaine. La dignité de la personne humaine, c'est 1994. Et Badinter est très embêté parce que la dignité de la personne humaine ne figure dans aucun texte constitutionnel. Alors, pouvoir des juges, il va créer la dignité de la personne humaine. Que fait Robert Badinter? Il attire, avec Bruno Genevoix et Jacques Robert, il attire l'attention des membres du Conseil sur le préambule de 1946, et cette petite phrase du préambule de 1946 où les constituants de l'époque disent nous allons rédiger les droits qui suivent parce qu'ils viennent marquer la rupture avec des régimes qui ont voulu asservir et dégrader la personne humaine. Badinter dit banco, dégrader et asservir la personne humaine. À l'envers, ça donne qu'il faut respecter la dignité de la personne humaine. Et ça va donner le principe du respect de la dignité humaine. Et Badinter disait, c'est la décision dont je suis le plus fier, d'avoir affirmé la dignité de la personne humaine. Parce qu'ensuite, cette dignité, elle va diffuser dans toute la jurisprudence. Quand on va parler du droit au logement, c'est pas un droit au logement, dit Badinter. Dans la décision du Conseil, ça donne droit à un logement digne. Ça poursuit sur les prisons. C'est pas parce qu'on est en prison qu'il ne faut pas respecter la dignité des personnes qui sont en prison. Alors, je pourrais évidemment, mais vous m'avez dit 20 minutes, je pourrais donner d'autres exemples de cette imprégnation des droits de l'homme dans l'action de Robert Badinter, en parlant vous avez parlé de Beccaria, en parlant de la décision de 1994, où Badinter a été battu. C'était la loi qui instaurait la loi incompressible de sûreté de 30 ans, je crois. Et le Conseil a validé cette loi, mais Badinter a réussi à introduire presque une opinion dissidente. Bon, je dis ça parce que je suis favorable aux opinions dissidentes, donc j'en rajoute peut-être un peu, mais il a réussi à glisser dans cette décision qui validait les peines de prison incompressibles
une définition de la peine, qui est celle de Beccaria, selon laquelle la peine n'est pas simplement faite pour punir celui qui est condamné et protéger la société, mais, dit-il, la peine est aussi faite pour préparer la réinsertion éventuelle du prisonnier dans la société. C'est ça la peine pour Robert Badinter. Il le fait passer dans cette décision. Je crois que là, on a l'exemple, et évidemment, il y a beaucoup d'autres décisions qui marquent cette prégnance de Robert Badinter au Conseil constitutionnel. C'est pour ça que j'avais appelé le Conseil Badinter, comme il y a aux États-Unis, hein, la cour Warren, la cour Rehnquist, etc. Je crois que Robert Badinter s'inscrit dans le rationalisme humaniste des Lumières, car pour lui, les droits de l'homme trouvent leur origine dans la raison. Les droits de l'homme, c'est pas un décor. Les droits de l'homme, c'est pas un supplément d'âme. Les droits de l'homme font, au sens fort du verbe faire, font, construisent le citoyen. Les droits de l'homme sortent les individus du communautarisme naturel, hein, pour les construire, les constituer en tant que citoyens dans une relation d'égal à égal. Et en ce sens, les droits de l'homme, alors je vais employer un vocabulaire évidemment qui n'est pas le sien, et je pense qu'en le lisant et en actualisant avec le vocabulaire d'aujourd'hui, je dirais que pour lui, les droits de l'homme sont le code d'accès à la République. C'est par les droits de l'homme qu'on accède à la République. Et c'est le dernier point, raison, droits de l'homme, République, c'est le troisième point de convergence de valeurs qu'il partage avec Condorcet. Badinter a une phrase à la fin, lorsqu'il finit son mandat de président du Conseil, il a eu l'occasion de dire « Plus les droits de l'homme sont protégés, plus la République est elle-même ». Et là, c'est du Condorcet presque dans le texte, puisque à la fin, justement dans la biographie que rédigent Elisabeth et Robert Badinter, voilà ce qu'ils disent. La raison, alors il cite Condorcet, la raison qui a découvert les droits de l'homme, ne peut se satisfaire de la royauté. Seule la République est à même de consacrer les droits de l'homme. Et ça, Condorcet l'écrit en 1786 dans un livre, je crois, 1786 dans un livre, je crois, consacré à Turgot. Et Condorcet s'inscrit dans cette lignée de la République. Alors, évidemment, il n'a pas eu, comme Condorcet, à défendre la République. La République était là. Mais ce qu'a apporté Condorcet, c'est une réflexion sur la République à un moment où le mot républicain, le mot république, l'adjectif républicain, est un peu galvaudé. Enfin, tout le monde se dit républicain. Tous les pays se disent républicains. Ce qui fait que le mot finit par être vide de sens. Et le travail de Badinter, reprenant Condorcet, va être de montrer la singularité, la substance, que le mot république n'est pas vide de sens, mais que le mot république est une substance. Et quelle est cette substance? Eh bien, il va la définir en reprenant les mots de Pierre Mendès France, qu'il admirait aussi beaucoup. Et Badinter dit la République, ça fait écho au problème d'aujourd'hui, évidemment. La République, dit-il, c'est un type de mœurs, de vertu, de scrupules, de sens civique, de respect de l'adversaire, et, dit-il, c'est un code moral. La République, c'est une exigence éthique. Et donc, on sent là le Condorcet. On sent là le Condorcet qui considère la République non pas comme un mot vide de sens, mais comme un mot qui porte une éthique
et notamment qui a pour objet, il le dira à plusieurs reprises lorsqu'il défendra l'exception d'inconstitutionnalité en 1989, la République, dit-il, consiste à faire du citoyen, son expression, je cite, un majeur constitutionnel. Un majeur constitutionnel, c'est-à-dire celui qui, un majeur, celui qui n'a pas besoin de tuteur et qui peut exercer lui-même les droits que les déclarations lui accordent. Raison, République, droits de l'homme, raison pour dire l'intellectuel que furent Condorcet et Badinter, République pour dire le politique que furent Condorcet et Badinter, droits de l'homme pour dire l'intellectuel en politique que furent Condorcet et Badinter, et maintenant Condorcet et Badinter au Panthéon, ensemble, côte à côte, pour nous rappeler que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont toujours, hier, aujourd'hui et demain, les seules causes des malheurs publics. Je vous remercie. Merci infiniment. Merci beaucoup. Et vous avez parlé de Beccaria. Nous allons retrouver Beccaria avec vous, Pascal Beauvais. Vous êtes professeur dans cette université de droit et dans vos œuvres, je note un grand intérêt pour l'environnement. Vous avez publié, par exemple, vous annoncez, je crois, un livre sur l'eau comme un bien commun extrêmement important, et puis également l'Europe. Vous avez beaucoup publié sur tous ces sujets. Alors, pourquoi est-ce que vous vous intéressez à Beccaria? Vous rejoignez Robert Badinter, et on vous écoute. Voilà. Je vous remercie beaucoup, Madame la Présidente. Je suis d'abord très honoré de parler sous votre présidence, immense historienne que vous êtes, et avec d'ailleurs pas mal de modestie sur ce sujet que vous connaissez parfaitement. Alors, Beccaria, inspiration, inspirateur de Robert Badinter. Madame la Présidente, nous voici ici dans l'ordre de l'évidence, presque, j'allais dire, de la banalité. Badinter et Beccaria, cela va de soi. D'une certaine manière, inspiration paraît même un mot trop faible. Il faudrait parler de filiation, voire, comme le disait Dominique à propos de Condorcet, de communauté intellectuelle entre ces deux grands juristes séparés par 2 siècles. Au fond, Robert Badinter serait beccarien comme d'autres sont marxistes ou foucaldiens, mais c'est sans doute réducteur. D'abord parce que Beccaria comme Robert Badinter sont 2 grands libéraux qui ont conservé toute leur vie une telle liberté d'esprit et d'expression qu'il est impossible de les enfermer dans une relation d'école ou d'appartenance à un courant qui sont toujours un peu sclérosantes. Mais à l'évidence, la pensée pénale et criminologique, et plus largement la philosophie politique et juridique de Robert Badinter, s'inscrivent dans le prolongement de celle du jeune marquis italien des Lumières qui publia, donc, comme vous le savez, en 1764, son œuvre majeure des délices et des peines. Comme Beccaria, la réflexion de Robert Badinter part d'observations pratiques, concrètes, professionnelles, depuis une justice vécue, pour s'élever vers des réflexions philosophiques de principe. Les deux proposent finalement un travail théorique à partir d'éléments de leur propre expérience. Comme Beccaria, Robert Badinter écrit avec passion, avec le souci de la clarté et de la simplicité du style et de la rigueur des raisonnements. Comme Beccaria, Robert Badinter subit la réaction violente des milieux traditionnalistes qui réagissent avec beaucoup parfois même de méchanceté sur leurs idées et leur personnalité. Comme Beccaria, Robert Badinter eut à élaborer et à mettre en œuvre de grandes réformes juridiques. Pour Beccaria, c'était à Milan, et pour Robert Badinter, évidemment, ce fut sur toute la France, pour toute la France. Comme Beccaria, Robert Badinter voyagea et eut une aura, une influence internationale, tant sur la question de l'abolition de la peine de mort, dont il faisait un combat mondial, que sur l'avènement d'une justice internationale. Mais on observe aussi, évidemment, l'identité n'est pas parfaite,
des différences, bien évidemment, de parcours tenant aussi au cadre historique et puis aux origines et à la biographie de chacun. Beccaria, au XVIIIe siècle, jeune aristocrate lettré, avait au fond une aversion pour la pratique des avocats, pour une certaine justice dévoyée, dans un système pénal et judiciaire totalement archaïque et arbitraire, qui le dégoûtait. Badinter, issu d'une famille plus modeste de l'immigration, une famille juive plus modeste de l'immigration, sera lui un avocat passionné dans la justice française du XXe siècle, mais c'est une toute autre justice, celle du sortir de la Seconde Guerre mondiale, dans laquelle les droits de l'homme sont un combat, s'imposent progressivement, réforme après réforme, et sont là un puissant instrument contre les injustices. Il n'en reste pas moins que les grandes idées, évidemment, portées par Beccaria ont été défendues pendant toute sa vie par Robert Badinter. On peut les citer, presque en faire une énumération, le principe de la légalité des délits et des peines. Combien de textes de Robert Badinter se sont fondés sur ce principe de la légalité des délits et des peines? Je me souviens de sa révolte profonde, de son aversion profonde sur la réforme de la rétention de sûreté, qui viole complètement, fondé sur plutôt les principes de la défense sociale, le cadre beccarien de la légalité des délits et des peines. L'abolition de la peine de mort, évidemment, qui était portée aussi par Beccaria dans son ouvrage, l'interdiction de la torture et des traitements dégradants, la stricte nécessité des infractions et des peines en vertu d'un principe de liberté qui fonde le cadre de pensée pour avoir la peine la moins sévère possible, mais tout en restant utile et dissuasive. La proportionnalité de la répression, la dépénalisation de l'homosexualité qui était portée aussi par Beccaria, et puis le principe d'une prison correctrice. Mais il me semble, en relisant et Robert Badinter et Beccaria, que la filiation intellectuelle est encore plus profonde que cette reprise des idées et principes que l'on connaît tous. Plus généralement, dans le sillage des Lumières, Robert Badinter inscrit, comme Beccaria, et cela a été dit aussi par Dominique à un instant, sa réflexion sur le droit et la justice dans un paradigme rationaliste, universaliste, humaniste, contre tous les archaïsmes et les arbitraires. Et c'est aussi une démarche intellectuelle que Robert Badinter et Beccaria ont en partage. Et c'est ce que montre très bien la préface de Robert Badinter du traité des délits et des peines. C'est une préface qui a été d'ailleurs très travaillée, rédigée avec le plus grand soin, toujours dans ce style limpide de Robert Badinter, avec toujours cette recherche sur le sens du mot le plus juste. Et on perçoit que cette préface n'est pas qu'un avant-propos à un ouvrage. Elle a une ambition intellectuelle, expliciter peut-être publiquement, peut-être pour l'histoire, cette communauté d'esprit, de principes et de vues avec Beccaria, à travers un intellectuel, peut-être comme avec Condorcet. Beccaria, ici, Badinter se révèle. Il donne à voir sa philosophie profonde, ce qui a façonné sa pensée, aussi sa méthode de réflexion, sa méthode d'action, son cadre de réflexion, et peut-être ce qui a donné aussi sa cohérence, la cohérence d'une vie. D'ailleurs, ce texte de Badinter ne s'appelle pas simplement préface, avant-propos. Il se nomme Présence de Beccaria. Présence de Beccaria. Fait notable d'ailleurs, l'introduction de Robert Badinter fait une 40aine de pages, tandis que le texte de Beccaria n'en compte que 120. Un tiers. Donc il y a là une forme sans doute assumée, tout en restant modeste, de dialogue, de réception, d'actualisation de la pensée de Beccaria. Alors, plusieurs idées fortes dans cette préface, dans cette présence de Beccaria. Je cite Robert Badinter, une phrase qui est aussi tout Robert Badinter. À travers la dénonciation de la justice, le système politique tout entier était mis en cause. C'est sans doute là un aspect important de l'œuvre de Badinter et de l'action de Robert Badinter. Certes, le droit et la justice pénale sont un système autonome avec ses règles, son régime, ses principes spécifiques, ses sources, ses modes de création, ses acteurs propres. Mais il place la justice pénale au cœur de l'organisation sociale.
elle est en quelque sorte le noyau nucléaire, le cœur battant de l'ordre social de l'État, ou plutôt de la République, parce qu'il est beaucoup plus attaché à la question de la République que à celle de l'État dans ses mots et dans ses écrits. Donc la justice pénale reflète aussi bien les dérives, les monstruosités d'une société politique que ses progrès. Sa violence est le reflet d'une société de violence, mais aussi ses droits et principes fondamentaux sont une source d'émancipation pour toute la société. Ils définissent, et ne sont pas simplement un baromètre, ils définissent le régime de gouvernement. Badinter ajoute « Si la liberté politique est la première condition d'une bonne justice, le combat pour la justice passe par la victoire de la liberté. » Et il dit ces mots très forts, « La pensée de la justice de Beccaria est d'abord une pédagogie de la liberté. » Donc, il replace complètement sa réflexion sur la justice pénale dans une réflexion plus globale sur la société, l'État et les libertés. Et on le voit bien d'ailleurs dans le discours de 1981 sur l'abolition de la peine de mort au Parlement. Robert Badinter, dans un long passage, fait le lien entre la présence de cette peine de mort et le régime social, le régime de gouvernement dans lequel on est. Il dit toutes les dictatures ont la peine de mort, tous les régimes totalitaires ont la peine de mort, toutes les sociétés de liberté l'ont abolie. Et sans doute, un des acquis dans l'histoire de la gauche française de Robert Badinter, c'est d'avoir placé la justice au cœur du programme politique. La justice et le droit au cœur du programme politique de la gauche, notamment en 81, mais ensuite aussi dans toutes les positions qu'il a occupées, même au Conseil constitutionnel d'une certaine manière. Il place le droit et la justice au cœur du socialisme français et de la gauche française. Non pas dans une approche sectorielle, voilà, il aurait ce secteur-là à traiter parmi tous les autres secteurs du programme commun, mais dans une perspective de changement de la société. Ça faisait partie de changer la société, c'était changer le droit, changer la justice. En fait, comme en 1789, il est là l'héritier des Lumières et de la Révolution de 1789, qui est d'abord une révolution du droit et de la justice, plus qu'une révolution économique et sociale. Et donc, en tout cas, une révolution bourgeoise, mais une révolution du droit. Et donc, dans le programme commun de la gauche, on trouve des marqueurs très forts des combats de Robert Badinter, et ce qui a fondé ce programme est aussi cette approche libérale, au sens de la philosophie politique du programme de la gauche, c'est ce petit ouvrage qu'il a coordonné, Liberté, Liberté, avec de très nombreux juristes qui devaient être au cœur du programme de François Mitterrand, avec un grand projet d'extension des libertés publiques. Et donc, on voit bien que voilà, la justice, ce n'est pas simplement un secteur. La justice, c'est un projet de société. Et c'est un formidable outil de transformation de la société. On retrouve cette idée, d'ailleurs, dans la prison républicaine. Dans la prison républicaine, Badinter analyse le système pénitentiaire à la lumière des principes républicains, de l'ordre républicain qui est en construction. Et on voit bien que le système carcéral, ici aussi, n'est pas un monde à part pour lui. Ce n'est pas un domaine de spécialiste. Il incarne une vision de l'homme, de la société, qui dépasse bien évidemment les règles techniques et juridiques du champ pénitentiaire. Et d'ailleurs, il observe le décalage entre les principes affichés par la République et la réalité sociale. La prison républicaine montre combien la conscience républicaine, fondée sur la raison et l'humanité, demeure indifférente à la prison, et il essaye de chercher et de comprendre ce mystère. C'est sur ce point d'ailleurs qu'il rejoint, vous l'avez dit également, Foucault. Il prolonge les travaux de Foucault en empruntant, avec vous, la démarche d'une grande enquête historique dans laquelle il cherche à dévoiler derrière les formes, derrière les mots, des discours et de la loi, la réalité de la surveillance, la discipline de chaque instant qui s'abat sur des catégories de personnes pour quadriller, contrôler. Comme Foucault, l'institution pénale permet de fonder une théorie sociale et une théorie politique plus large. Mais Badinter restera fondamentalement beaucoup plus beccarien que foucaldien. Il ne déconstruit pas
les institutions pénales au point de les détacher de toute raison d'être objective et légitime, Badinter reste beccarien car il croit aux institutions, à la loi, institutions qu'il va finir par diriger, dans lesquelles il deviendra un réformateur puissant. Il croit aux institutions parce que les institutions sont, dans la société libérale, ce qui garantit les libertés. Il refuse d'y voir un pur instrument de domination comme Foucault. Donc, on poursuit cette étude de cette préface passionnante. Robert Badinter écrit ainsi: la critique radicale faite par Beccaria de la justice criminelle était, et là on sent la démarche aussi de Robert Badinter, était philosophique dans sa démarche et politique dans ses conséquences. Cette démarche intellectuelle a été la sienne tout au long de son existence. Penser en philosophe, en sociologue, pour ensuite influencer la politique. C'est la marque de l'intellectuel en action qu'il a voulu être, fidèle au philosophe réformateur des Lumières. J'ai eu le privilège de le voir travailler à ses côtés comme sénateur. Le point de départ était toujours, quand il avait une question, de réunir l'état du savoir. Il fallait, quand on travaillait avec lui, d'abord réunir toute la documentation, tout ce qui avait été écrit de plus intelligent et de plus pertinent sur la question qu'il allait traiter. Et puis ensuite, il lisait, et puis ensuite, il y avait le moment de la discussion, du débat sur ces textes, et la construction d'une pensée, pas à pas, avec toujours, et ce qui me frappait, il pensait toujours contre lui-même aussi, essayer de réfléchir aux arguments de la partie adverse, pour y répondre, un peu aussi là comme un avocat d'ailleurs. Je me souviens aussi de son doute immense après les attentats du Bataclan face à la proposition de l'institution de la déchéance de nationalité, la mesure de déchéance de nationalité. En bon beccarien, il n'était pas totalement insensible à cette mesure pour les crimes les plus graves de ceux qui avaient atteint et qui avaient combattu la nation tout entière et l'ordre social. Il disait pourquoi pas, au fond, ça fait un certain sens de les sortir de la communauté politique, puisqu'il l'avait combattu jusque dans son cœur. Mais il voyait aussi les limites de cette exclusion de la communauté politique. Vraiment, il doutait énormément sur cette mesure. Et c'est intéressant de le voir prendre les arguments des uns et des autres. Et c'est, je pense, parce qu'il avait une pensée bien assurée, énormément travaillée, qu'il pouvait ensuite déployer toute la force de son pouvoir de conviction. Parce qu'il savait que cette fermeté de la pensée était possible, parce qu'elle était le fruit d'un long travail. Et comme Beccaria, et comme les Lumières, il croyait en la force des idées, des bons arguments, la force de la pédagogie. Et d'ailleurs, tous ceux qui l'ont connu ici le savent, il se sentait d'ailleurs une responsabilité, et dès qu'un sujet très fort le révoltait, une responsabilité de l'intellectuel dont il connaissait l'influence de parler, d'écrire, pour ne pas rester dans le silence comme une forme de lâcheté. Il ne parlait jamais pour se mettre en avant, mais parce qu'il sentait qu'il avait, par sa portée et son influence, une responsabilité politique. Et on retrouve cette idée dans la préface qu'il rédige de l'ouvrage des Délices et des Peines. Badinter admire profondément chez Beccaria cette démarche intellectuelle qu'il veut faire sienne. Être le juriste qui traduit dans le domaine politique les idées et principes dégagés par les philosophes. Antoine Lioncan l'a montré le premier jour de ce cycle de journée d'hommage. Robert Badinter, dans les premiers temps, fut d'abord passionné de sociologie, passionné de philosophie. Sa formation intellectuelle passe par la sociologie et par Gurvitch, dont il fut l'élève. Mais s'il est passé de sociologue à juriste, c'est peut-être aussi par ce désir de transformation du réel, parce qu'effectivement, les juristes sont capables de traduire les idées sociales et philosophiques en dispositifs d'ingénierie sociale, permettant de réaliser et transformer la société.
Un autre aspect très intéressant dans cette préface et dans cette démarche intellectuelle bécarienne, c'est la manière dont Robert Badinter présente la conception qu'avait Beccaria de la pénalité. Sa manière de présenter les fondements du droit de punir chez Beccaria. Comme le disait au fond tout à l'heure Dominique, Badinter s'attarde assez peu sur ce qu'on connaît généralement le mieux, c'est-à-dire les fondements rousseauistes de la loi pénale, les fondements rousseauistes du droit de punir, bien qu'il reconnaisse que ces fondements sont centraux. Peut-être parce qu'ils sont déjà bien connus, mais peut-être aussi parce que ce n'est pas forcément ceux qui lui plaisent le plus. Certes, le contrat social est au fondement de la conception de Beccaria de la loi pénale, de la justice pénale, mais l'on sent que Robert Badinter ne nourrit pas, comme Beccaria, une passion absolue pour la puissance de la volonté générale, sans limite. Il préfère développer le pan libéral de la conception de la peine chez Beccaria. Et il s'attarde d'ailleurs sur l'influence de Hume dans la pensée de Beccaria. Pour Beccaria, la peine n'est pas seulement une expression de la volonté générale, elle est une garantie sociale, un instrument de protection des libertés. Elle doit être pensée à travers son utilité sociale. Le principe de référence reste la liberté. Elle doit être strictement nécessaire pour dissuader du crime, mais elle doit être limitée au strictement nécessaire pour maximiser la liberté des uns et des autres. Je cite Badinter, qui cite Beccaria, « La peine, écrit Beccaria, est la concession minimale de la liberté des citoyens nécessaire pour garantir la liberté de tous. Elle est l'ultima ratio et ne doit jamais outrepasser ce qui est nécessaire à la préservation, je cite, du lien social garantissant la préservation de la somme des intérêts individuels. » On dirait du Adam Smith. C'est ainsi que Beccaria et Badinter ont fondé dans la rationalité pénale moderne et libérale les principes de proportionnalité, de nécessité de la peine et de l'infraction et de l'interdiction de toute peine inutile, inhumaine et dégradante. D'ailleurs, Robert Badinter est fasciné par la modernité de Beccaria. Il dit à plusieurs moments dans sa préface, mais tout est aujourd'hui complètement applicable. Et on retrouve cet utilitarisme chez Robert Badinter dans ses arguments. On le voit encore, on l'a vu hier dans son discours de 1980 sur la peine de mort. Il a dit « Je ne veux pas d'arguments d'autorité. Je ne veux pas d'arguments d'autorité et je ne veux pas de purs énoncés moraux, même s'il a une conception morale très forte sur la peine de mort qui est développée magnifiquement dans son discours. Mais ça ne suffit pas. Il tient des discours, il tient toujours une argumentation qu'on pourrait qualifier de conséquentialiste, utilitariste, c'est-à-dire quelle est la conséquence de ce dispositif, quelle est la conséquence de cet autre dispositif opposé. Et donc, il, en permanence, compare les conséquences sociales de telle loi ou de telle autre loi opposée pour, au regard de cette comparaison des conséquences, définir rationnellement la meilleure solution. Et on retrouve d'ailleurs cette puissance, enfin cette influence de l'utilitarisme, du conséquentialisme et du libéralisme dans les passages du discours sur la peine de mort, dans de nombreux passages du discours sur l'abolition de la peine de mort devant l'Assemblée nationale de Robert Badinter. Et c'est très intéressant parce que quand on relit Beccaria, on voit bien que Beccaria avait laissé une exception à la peine de mort, à l'abolition de la peine de mort. Il estimait que, effectivement, la peine de mort restait, dans une pièce de théâtre, restait justifiée lorsque celui qui avait commis le crime contre la nation tout entière, lorsque c'était une personne qui avait déstabilisé et menaçait par l'anarchie l'ordre social. Et là, il y avait la préservation même de l'ordre social, de la société tout entière, justifiée qu'il puisse y avoir une peine de mort, disait Beccaria. Et c'est intéressant, parce qu'en réécoutant hier Robert Badinter devant l'Assemblée nationale, sa grande justification à un moment, c'est, au fond, de dire « vous allez tenter de maintenir la peine de mort en matière de terrorisme ». Et il définit le terrorisme comme le crime politique. Et on voit là aussi qu'il dialogue avec Beccaria. Là, il n'est pas d'accord avec Beccaria, mais il répond à Beccaria sur cette ultime hypothèse de la peine de mort, c'est-à-dire
de la peine de mort contre le crime politique de celui qui a voulu détruire l'ordre social tout entier. Et donc, même à ce moment-là, il y a ce dialogue et cette réponse à Beccaria. Si l'on poursuit, mais je suis peut-être un peu long, si l'on poursuit cette préface, on voit dans l'introduction de Robert Badinter l'accueil, et il insiste sur l'accueil enthousiaste réservé à Beccaria par les philosophes des Lumières. Donc il inscrit aussi Beccaria dans une philosophie politique plus large, qui est la sienne, qui est celle des Lumières. Il n'est pas un penseur isolé, mais l'expression d'un courant d'idées qui irrigue toute la modernité et la République. Et il y a un autre point aussi qui est intéressant dans cette préface, c'est que Robert Badinter insiste beaucoup sur l'influence directe, immédiate, l'impact qui l'impressionne énormément des délits et des crimes, l'ouvrage de Beccaria, qui va avoir une force réformatrice dans toute l'Europe. La préface insiste beaucoup sur cette capacité d'un texte à transformer le réel. Et d'ailleurs, il achève cette préface avec ces mots de Voltaire à Beccaria: « Vous avez fait du bien, et vous en ferez. Vous travaillez pour la raison et pour l'humanité. » On le voit d'ailleurs quand Robert Badinter reprend le projet de code pénal, d'un nouveau code pénal. Ça a été indiqué dans le très bel ouvrage de M. Jean-Marc Sauvé et de M. Antoine Lioncan, dans le passage sur le code pénal. C'était la grande œuvre qu'il aurait voulu laisser, qu'il a laissé d'une certaine manière, avec évidemment la poursuite de la peine de mort et de très très nombreuses autres réformes, mais l'idée de refaire le code pénal, de faire un nouveau code pénal sur les principes beccariens et au fond d'être le point d'aboutissement des délits et des peines dans la loi française, c'était presque le cadeau qu'il voulait faire à la République. Là aussi, on voit bien dans les travaux préparatoires, dans la présentation qu'il fait aux étudiants de ce nouveau code pénal, dans le texte qui introduit ce projet de nouveau code pénal et qu'il rédige, c'est toute la pensée beccarienne s'y retrouve. Et là, il clôt en fait cette démarche beccarienne, penser, écrire, réformer et traduire dans une transformation sociale pour en faire, comme le disait Christine Azerge, un code pénal humaniste de l'état de droit et des droits fondamentaux. C'est donc l'œuvre de toute une vie. Et Robert Badinter était très inquiet, notamment quand il était encore sénateur, si je faire de ma part, au moment où Nicolas Sarkozy était président de la République, sur les réformes, j'allais dire sarkoziennes, de la justice, et ce retour à un positivisme, un positivisme italien, à la défense sociale, c'est-à-dire à un projet de justice pénale totalement anti-beccarien. D'ailleurs, tous les positivistes italiens avaient fondé leur pensée comme une pensée contre Beccaria. La rétention de sûreté, les différentes réformes proposées l'inquiétaient énormément, et il reprenait son bâton de pèlerin beccarien pour défendre les principes, et c'était pour lui une source d'inquiétude qu'il y ait ce retour en arrière vers une pensée, j'allais dire, anti-beccarienne. Donc en définitive, la rencontre de Beccaria et de Badinter ne relève donc pas d'une simple filiation, d'une simple inspiration. Elle manifeste une communauté d'esprit, et pour les deux, la réflexion sur la justice pénale n'est donc jamais enfermée dans le champ technique. Elle s'élève jusqu'au cœur de la plus belle et de la plus grande des philosophies politiques, avec pour les deux cette idée de la responsabilité de l'intellectuel, et cette idée qu'il n'y a pas de fatalité à la violence ni à l'impuissance pour fonder une justice qui est aussi une société plus juste, plus humaine, fondée sur les libertés. Je vous remercie. Oui, merci beaucoup pour cet éclairage qui finalement, il y a un certain optimisme aussi à penser
qu'il y a tout de même une pensée européenne aussi, qui existait il y a longtemps et qu'on peut retrouver. Je trouve que c'est très passionnant de penser à Beccaria et également aux allers-retours en Italie, parce que ça a été aussi beaucoup plus tard Lombroso, et Dieu sait si c'est autre chose. Donc tout ça est très, très passionnant. Je suis très frappée aussi de ce que vous avez dit au début, de l'importance du droit. Voilà. Le droit a pris une importance en France, en politique, dans la société, qu'il n'avait pas. Probablement parce que beaucoup d'idéologies nous ont fui. Et que, par conséquent, la solidité du droit nous rassure et nous donne un objectif. Enfin, je trouve que tout ce qui a été dit est très intéressant à ce sujet. Alors, troisième grand homme, troisième inspiration, Victor Hugo. Victor Hugo, le père de Robert Badinter, d'après la biographie Paul Cassia, que je vous conseille à tout le monde, qui est passionnante, le revendiquait. Révolution française et Victor Hugo, c'était la France. Voilà. Et Robert Badinter, évidemment, en Victor Hugo, trouvait un modèle de courage, s'exiler pour la République pendant tant d'années, l'abolitionnisme, fondamental chez Victor Hugo, l'importance de l'instruction, ce que tout le monde sait, ouvrir une école, c'est fermer une prison, etc. Autrement dit, un modèle de pensée et d'action, par une autre forme, l'écriture, la poésie, et c'est ce dont vous allez nous parler, Jordi Bram-Monchard-Marin. Vous êtes maître de conférence à l'université de Caen et vous êtes entre autres un grand spécialiste de Victor Hugo et de la réception de Victor Hugo en France. Vous avez publié à l'université de Rennes, aux presses universitaires de Rennes, un livre sur la réception de Hugo plutôt au XXe siècle d'ailleurs, parce que vous connaissiez déjà beaucoup de choses sur vous estimiez qu'on savait beaucoup de choses sur le 19e. Donc, c'est à vous maintenant de nous parler de cette troisième grande source d'inspiration. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci aux organisateurs et aux organisatrices de ces journées. Alors, Robert Badinter, comme vous l'avez suggéré, se définissait volontiers lui-même un hugolâtre. Il se disait un hugolâtre. Enrôlé dans l'armée des adorateurs, dès son enfance par son père, d'après l'expression de Dominique Missica et de Maurice Zaffran, il fut à la fin de sa vie, à partir de 2017, président d'honneur de la Société des Amis de Victor Hugo. En décembre 2017, donnant une conférence lors de l'Assemblée générale de la dite société, il fait le point sur ce qu'il admire chez Hugo, son parcours de la droite vers la gauche, sa pensée européenne, sa prise de conscience de la question sociale, comme on disait au XIXe siècle, sa dénonciation du bagne, son combat pour l'amélioration de la condition pénitentiaire, etc. Mais entre toutes ces batailles, bien sûr, entre tous ces combats de Hugo, il y en a un qui explique la dilection particulière que Badinter a vouée au poète, c'est son combat sans relâche de toute une vie contre la peine de mort. Et c'est de cela seulement, parce qu'il faut bien restreindre un petit peu le champ d'intervention, c'est de cela seulement, ou presque seulement que je parlerai aujourd'hui, de cette cause que l'un a défendue par son verbe et que l'autre a fait triompher finalement par son action politique. Le combat de Badinter contre la peine de mort, qui culmine bien sûr en septembre 81 avec le vote de l'abolition par le Parlement et en octobre avec la promulgation, se fait en effet sous le patronage constant de Victor Hugo. L'ancien garde des Sceaux a d'ailleurs raconté à plusieurs reprises qu'au moment de l'annonce des résultats du vote au Sénat, le 30 septembre 81, il a placé sa main sur le fauteuil de Hugo à l'extrême gauche de l'hémicycle, en hommage. Il cite souvent, Badinter, un mot du poète prononcé en 1849 à l'Assemblée nationale par Hugo député. « Je vote l'abolition pure, simple, définitive de la peine de mort. » Pure, simple, définitive. Badinter a pu entendre dans ces mots catégoriques un écho à sa propre attitude en 81 lorsqu'il refuse que la portée, on l'a entendu dans le discours d'ailleurs hier, lorsqu'il refuse que la portée réelle et symbolique de la loi d'abolition soit compromise, amoindrie par des réserves, abolition seulement en temps de paix,
ou par des mesures de compensation, introduction de la perpétuité réelle, etc., comme il avait pu en être question dans les débats à l'époque. Alors si Badinter aime et admire le Hugo abolitionniste, c'est aussi en raison de la grande estime en laquelle il tient la littérature en général. Dans sa généalogie des grands abolitionnistes français, les Condorcet, les Jaurès et les Blum font toujours une place aux écrivains, Hugo bien sûr, mais aussi Lamartine quelquefois, Albert Camus plus souvent. Il est significatif d'ailleurs que la préface de Badinter à une anthologie d'écrits de Camus sur la peine de mort publiée en 2011 chez Gallimard soit l'occasion pour lui de tisser longuement un parallèle entre les deux auteurs, Camus et Victor Hugo. Tout cela d'ailleurs, il faut le dire, sur fond d'une appréciation ambiguë, presque contradictoire parfois, des pouvoirs effectifs de la littérature. Ce n'est pas sans dépit, en effet, que Badinter constate souvent que la France a été le dernier pays d'Europe occidentale à abolir la peine de mort, alors même que Camus et Hugo ont consacré à cette cause de magnifiques pages. Signe peut-être, ajoute-t-il, que les Français n'aiment pas tant la littérature qu'ils se plaisent à le dire. D'un autre côté, Badinter se dit également convaincu, par exemple dans une conférence de 2001 à la BNF sur Hugo et la peine de mort, que plus d'un juré d'assises, au moment décisif, dit-il, d'engager sa conscience et de choisir la vie ou la mort d'un homme, s'est souvenu des pages de Hugo. Et à ce titre, ajoute Badinter, en 2001, donc avec un tremblement dans la voix, « Je suis sûr que Hugo a sauvé sans le savoir bien des accusés ». Alors, deux textes de Hugo en particulier requièrent l'attention et l'admiration de Badinter. Je veux parler du Dernier jour d'un condamné, roman, assez court roman paru en 1829, et de Claude Gueux, bref récit semi-fictionnel publié en 1834. Ces deux textes ont d'ailleurs été publiés ensemble et préfacés par Badinter en 89 au livre de poche. Même s'ils sont souvent rapprochés, y compris éditorialement donc, en raison de leur thèse et de leur thème commun, l'adoucissement de la pénalité, le combat contre la peine de mort, et aussi en raison de la proximité de leur date de parution, 29-34, je voudrais ici soutenir la thèse que ces deux ouvrages constituent deux manières très différentes de prendre parti contre la peine de mort et qu'elles mobilisent en Badinter deux figures publiques complémentaires et distinctes, le militant et l'homme politique d'une part pour Le Dernier jour d'un condamné, l'avocat d'autre part pour Claude Gueux. Je vous prie par avance de m'excuser pour ce que cette opposition pourra avoir de schématique et d'un peu insatisfaisant, et de bien vouloir mettre cela au compte, au moins pour partie, sur la nécessité où je me trouve d'aller un peu vite. Le dernier jour d'un condamné, vous le savez peut-être, raconte à la première personne les derniers jours, puis le dernier jour d'un condamné à mort, jusqu'aux minutes précédant son exécution. Il s'agit, comme la préface de Hugo ajoutée en 1832 au roman le précise, le proclame, d'un plaidoyer clair et sans équivoque contre la peine de mort. Dans sa préface de 89 au livre de poche, Badinter souligne bien les deux aspects par lesquels ce roman est d'une grande audace, d'une grande modernité et pour tout dire d'une grande qualité. D'une part, grâce au recours à la première personne, le lecteur suit de l'intérieur les dernières heures du condamné, ce qui permet de transformer l'idée abstraite et froide de l'exécution en une description aussi concrète que possible d'un supplice horrible, insoutenable, celui de l'attente angoissée de sa propre mort. D'autre part, Hugo choisit de ne rien nous dire du crime du condamné. On sait qu'il est coupable et qu'il a des remords d'ailleurs, on sait qu'il est coupable, mais on ne sait pas qui il a tué, ni comment, ni pourquoi. Il ne s'agit pas, en aucun cas, de refaire son procès, là n'est pas la question. Il s'agit, le procès étant passé, de mesurer l'horreur de ce supplice qu'est la peine de mort, ce qui vaut pour tout condamné, quel qu'il soit et quoi qu'il ait fait. Opposition pure, simple et définitive à la peine de mort, donc susceptible de nourrir une hostilité générale et de principe contre elle, que ce soit pour le militant ou pour le ministre, à la Ligue des droits de l'homme ou à la tribune de l'Assemblée. Badinter tenait bien sûr ce livre en très haute estime, livre qu'il cite souvent et dont il possédait, car il était aussi bibliophile, une édition originale. Ce n'est pas pourtant Le Dernier jour d'un condamné que Badinter choisit d'adapter à l'opéra, mais Claude Gueux, sous le titre de Claude. On en a vu un extrait avant-hier, montré par Thierry Esquèche, le compositeur. Donc le spectacle, dont Badinter a fait le livret, Thierry Esquèche la musique et Olivier Py la mise en scène, est créé à l'Opéra national de Lyon en 2013. Alors, chez Hugo, Claude Gueux, inspiré d'une histoire vraie, raconte donc l'histoire du personnage éponyme, condamné à la prison pour avoir volé du pain afin de nourrir sa famille. Alors dans l'opéra, Claude est condamné pour avoir participé à une révolte de Canut,
hommage à la mémoire ouvrière locale. L'opéra est créé à Lyon, un petit décalage par rapport au texte de Hugo. En tout cas, dans le récit de Hugo comme dans l'opéra, en prison, Claude noue avec un jeune détenu nommé Albin une amitié dont Hugo laisse entendre sans le dire qu'elle est de nature amoureuse. Mais Claude et Albin se retrouvent en butte aux brimades du directeur des ateliers, qui ne tolère pas cette amitié et qui sépare les deux hommes. Alors Claude médite, délibère, juge et condamne, c'est présenté comme un procès en fait, une sorte de pseudo-procès, juge et condamne en son fort intérieur le cruel directeur, puis le tue, l'exécute. Il tente de se suicider, échoue, passe aux assises, est condamné à mort et est guillotiné. Le texte de Hugo s'achève par une sorte d'épilogue moral qui n'est évidemment pas repris tel quel dans l'opéra. Or, cet épilogue, il faut le dire, est un peu bizarre, voire un peu gênant. Hugo y tire des conclusions qui semblent en décalage assez net avec le récit qui précède en réalité. Il y identifie deux causes de la criminalité et du vice, assez classiquement chez lui, la misère et l'ignorance, ignorance par où il faut aussi entendre l'atrophie du sens moral en fait. Mais si la misère explique pourquoi Claude Gueux, comme Jean Valjean dans Les Misérables d'ailleurs, a volé, elle n'explique pas pourquoi il a tué. Et l'ignorance ou l'atrophie morale n'explique ni l'une ni l'autre de ces deux infractions pénales. Certes, Claude ne sait pas lire, mais c'est un homme intelligent, réfléchi, posé, doté d'un grand talent rhétorique et en un certain sens aussi d'un sens de la justice, d'un sens moral très aiguisé. À nul moins qu'à lui ne s'applique la leçon franchement conservatrice que nous dispense Hugo à la fin de son épilogue. Il faudrait distribuer des évangiles au peuple pour le moraliser et pour lui faire prendre son mal en patience en attendant l'au-delà. C'est quand même étonnant de trouver ça sous la plume de Hugo, mais en 1934, c'est encore ce qu'il écrit. En invoquant des causes qui n'en sont pas vraiment, la misère, l'ignorance, en tout cas qui ne sont pas les causes essentielles du passage à l'acte de Claude, en donnant à son propre récit une interprétation un peu mécanique, il me semble que Hugo, consciemment ou non, dispose d'un écran devant les vraies causes du meurtre du directeur par Claude. Plus encore, en affirmant que les bagnes sont pleins d'intelligence mal développée, et donc que la société devrait les développer mieux, Hugo soulève la question de la valeur des actes de Claude, dont l'intelligence est manifestement bien développée. Claude a tué non en raison d'une atrophie du sens moral ou de l'intelligence, mais bien parce qu'il avait été provoqué par le directeur, parce qu'il avait été victime d'injustice et de vexation de sa part, et en fait, en l'occurrence, probablement dans le texte de Hugo, de vexation homophobe. Il y a en fait deux indicibles dans le texte de Hugo qui rendent le récit proprement dit beaucoup plus intéressant que ce que l'épilogue prétend en faire. Le premier concerne l'homosexualité, puisque la relation entre Claude et Albin n'est jamais explicitement décrite comme amoureuse. L'homosexualité est du reste, de manière générale, un tabou permanent et en fait assez étonnant chez Hugo. Le second indicible concerne la question de la justification du crime. Car la fiction littéraire, il faut, à ce pouvoir étonnant, elle permet de laisser entendre, de suggérer ce qui serait scandaleux ou inaudible si on le formulait explicitement. À savoir, et c'est ça les affects que mobilise le texte, à savoir que le directeur est un salaud, c'est sans doute ainsi qu'on exprime au mieux ce qu'on ressent en lisant le texte, et que d'un certain point de vue, Claude a bien fait de lui régler son compte. Claude Gueux, le récit, est une manière pour Hugo de refaire le procès de Claude Gueux, le personnage. Procès mal joué, mal fait, joué d'avance, conclu par une délibération bâclée. Et Thierry Esquèche rappelait avant-hier que l'opéra restitue ce caractère un peu grotesque du procès. En représentant la mécanique qui mène au meurtre, les provocations et les injustices subies par le personnage, Hugo fait l'avocat. Il présente des circonstances atténuantes, et on sait évidemment, et Badinter savait mieux que quiconque, que de l'existence ou non de circonstances atténuantes pouvait dépendre la tête d'un homme. Il souligne, Hugo, ce que ce meurtre doit à l'amour, et à l'amour brimé. Or, la question des droits de l'amour est chez lui un des grands lieux où s'élabore son libéralisme philosophique et politique dans les années 30. Mais Hugo fait aussi ici, à mon avis, davantage, et ce qu'aucun avocat, au fond, ne peut se permettre de faire devant une cour d'assises, mais ce qu'un écrivain, lui, peut faire, affirmer qu'au fond, la victime l'a bien cherché. Insensiblement, par le jeu des affects que mobilise la littérature, les circonstances atténuantes deviennent presque de pleines excuses. Alors, qu'en est-il à Lyon, en 2013, quand le récit de Hugo devient un opéra ? Si on accepte de me suivre dans l'idée que Claude Gueux est une manière de refaire le procès du personnage, alors on observera que la représentation scénique est à cet égard un dispositif idéal. C'est probablement, je parle sous le contrôle des juristes, je ne suis pas juriste moi-même, mais c'est probablement le rêve de tout avocat que de pouvoir mettre véritablement sous les yeux de la cour et éventuellement du public
les circonstances et les faits qui soutiennent sa cause. Hugo n'avait pour cela que sa plume, ce qui est déjà beaucoup. Badinter, Esquèche et Olivier Py avaient de plus nombreuses ressources, des ressources scéniques. C'est donc en avocat de Claude, que Badinter écrit le livret de Claude. Mais c'est en avocat, peut-être, qui, comme Hugo 2 siècles avant lui, recule à son tour devant le scandaleux et l'indicible. Alors certes, cette fois, l'homosexualité se dit sans détour. Claude et Albin s'embrassent, se caressent, se couchent dans le même lit. Il n'y a plus aucune ambiguïté dans la nature de leur relation. Et en fait, un autre choix, en 2013, l'année même où la Manif pour tous mobilise des centaines de milliers de personnes dans les rues de France, aurait paru certainement timoré et contestable. En 2013, on n'est plus en 1834. En tout cas, par ses choix de mise en scène, les choses deviennent plus claires et la cause de Claude aussi mieux plaidable. Il a tué visiblement par amour, parce qu'on l'empêchait d'aimer et parce que par là, on portait atteinte à ses droits. En revanche, la logique de la justification du crime fait l'objet d'une même autocensure ou d'un même, en tout cas, effet écran que chez Hugo. On entend en effet, ça m'a frappé en regardant la captation, on entend en effet tout au long du spectacle des vers tirés d'autres œuvres de Hugo. Par exemple, tirés des 4 vents de l'esprit, recueil tardif de 1881, des vers comme « Chaque enfant qu'on instruit est un homme qu'on gagne » ou encore « Faute d'enseignement, on jette dans l'état des hommes animaux, têtes inachevées, qui marchent à tâtons dans le monde moral ». Citation donc extraite d'un poème qui s'appelle « Écrit après la visite d'un bagne », recueilli dans les 4 vents de l'esprit. Et un chœur à 3 personnages, à la fin du spectacle, reprend cette phrase de la péroraison du texte de Hugo, phrase qu'a d'ailleurs cité Thierry Esquèche avant-hier, « Cette tête, utilisez-la, moralisez-la, vous n'aurez pas besoin de la couper ». Belle phrase, très belle phrase que Badinter cite avec émotion dans sa conférence de 2001 à la BNF, mais que faut-il moraliser? Qui peut vraiment dire en fait que Claude marche à tâtons dans le monde moral? Ce n'est pas vraiment de ça qu'il s'agit. Et d'ailleurs, le chœur de l'opéra avait lui-même déclaré au début du spectacle « Il ne savait pas lire, mais il savait penser, disait-on. » Alors quoi? Alors je crois qu'ici, Badinter, bon, une façon de le dire, ce serait de dire qu'il est un peu peut-être dupe du dispositif de Hugo. Une autre façon de le dire, ce serait de dire qu'il est fidèle à Hugo jusque dans ses ambiguïtés et ses embarras. En tout cas, je crois que c'est ça qui l'a intrigué, qui l'a gêné et qui l'a attiré aussi peut-être dans Claude Gueux et qui a pu le séduire au moment d'écrire Claude. Le récit comme l'opéra, le récit de Hugo et l'opéra de Badinter et Esquèche sont des œuvres à multiples détentes qui mènent l'écrivain avocat, enfin dans le cas de Hugo, l'écrivain qui fait l'avocat ou l'avocat librettiste, là où il ne peut consciemment consentir à aller, à ce point des affects où le meurtre commis par le faible sur le fort, par l'opprimé sur l'oppresseur, par la victime sur le bourreau, finit par paraître légitime au lecteur ou au spectateur. Voilà des œuvres étranges, dérangeantes, qui nous mènent finalement fort loin de ce texte stable, maîtrisé, bordé de principes et absolument cohérent avec son paratexte, qu'est Le dernier jour d'un condamné. J'ai dit dans mon introduction que Le dernier jour d'un condamné parlait en Badinter à l'homme politique et au militant, et que Claude Gueux parlait en Badinter à l'avocat. On voit désormais que les choses sont un peu plus complexes. D'abord, bien sûr, parce que cette opposition est trop schématique. Badinter savait mieux que personne que le chemin était parfois court entre la défense d'un homme et celle d'un principe. Pour sauver une tête aussi insauvable que celle de Patrick Henry, il a dû, et on sait avec quel brio et quel succès, transformer la défense d'un assassin en réquisitoire contre la peine de mort. L'avocat, alors, bien sûr, prend déjà le langage du militant. Mais surtout parce que l'avocat, débrouillant les chevaux des causes, des mobiles et des circonstances, demeure contraint par la logique judiciaire et par l'adhésion, au moins implicite, souvent explicite, aux normes et aux valeurs qui structurent le dispositif où il intervient. Sa marge de manœuvre, en ce sens, est peut-être plus étroite. L'écrivain, le librettiste, peuvent avoir les coudées plus franches et formuler, fût-ce parfois, on l'a vu, de manière timide, inavouée et embarrassée, des protestations plus subversives encore et plus radicales. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues, d'avoir fait revivre ces sources d'inspiration de Badinter. Comment ne pas être frappé par la variété des sources d'inspiration de Badinter et par son souci de transmission. Ça me paraît très important. Condorcet
il fait une biographie sur lui. Hein. Beccaria, il fait une préface à une réédition. Victor Hugo, il fait un opéra. Hein. Voilà. Autrement dit, il en fait quelque chose pour transmettre. Occasion, d'ailleurs, au passage, de dire que c'était un homme qui aimait la musique. Hein. C'était un musicien. Bon, il avait beaucoup de talent, Robert Badinter, décidément. Alors, pour nous, je trouve que c'est très encourageant. Voilà. Hein. Beaucoup d'entre nous ici, nous enseignons, nous avons enseigné, etc. Quelquefois, on se demande à quoi ça sert. Avec Robert Badinter, c'est réconfortant, ça sert à quelque chose. Voilà. Merci.